Bonjour et bienvenue sur Écrire le sport, le site qui se consacre à la littérature et à la culture autour du sport. Ça faisait longtemps qu'on ne nous avait pas proposé sous un format podcast ou vidéo une interview. Eh bien, aujourd'hui, ça va être chose faite puisqu'on reçoit Éric Fourreau, responsable des éditions de la Tribu et directeur de publication de Panard. Vous avez dû voir débarquer cette revue, cette nouvelle revue dans vos librairies. Eh bien, on va en discuter aujourd'hui avec Éric. Bonjour Éric. Bonjour Gaëtan. Alors Éric, déjà, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Déjà, merci beaucoup pour l'invitation, ça fait plaisir. On aime beaucoup écrire le sport aux éditions de la Tribu. Je suis, comme tu l'as dit, je dirige les éditions de la Tribu que j'ai créées il y a 18 ans. Voilà, une maison d'édition pour l'amour du livre, tout simplement. Au départ, plutôt sur des enjeux culturels, ce qui est mon domaine de prédilection. Ça fait quelques décennies, on va dire, que je travaille sur ces enjeux-là, mais toujours avec une approche très sociétale. C'est ce qui m'intéresse, moi, comment les choses s'organisent dans la société et une approche même politique au sens large du terme. Voilà, donc c'est une maison d'édition qui a plutôt bien marché. La preuve, c'est que 18 ans après, pour une maison d'édition indépendante, on est toujours présent, donc c'est une bonne chose. Et en fait, les éditions d'Attributs ont évolué parce que autant on faisait dans un premier temps énormément de livres, hein, on publiait des livres, autant maintenant nous sommes dirigés vers des revues, ce qu'on appelle des MOOC aujourd'hui, donc des revues semestrielles, mais toujours sous un format livre, parce qu'on tient notamment au grand format. Au long format, le temps d'asseoir une argumentation pour les auteurs, d'asseoir un style, et aussi le temps de lire pour les lecteurs. Voilà, ça c'est que ça. On va peut-être y revenir, mais pour nous. Justement, alors, avant de revenir sur Panard, comment est arrivée cette revue en particulier, tu viens de dire que vous avez évolué du livre à la revue, ce qu'on appelle effectivement les MOOC. C'était un choix volontaire ou est-ce que ça a été, par exemple, dicté par la situation actuelle du livre en France? En fait, je pense que c'est les deux à la fois. C'est-à-dire que lorsque je crée Nectar, la revue qui traite des transformations artistiques, culturelles et numériques en 2015, c'est aussi parce que les premiers MOOC viennent de sortir, quoi. Ça fait déjà quelques années, mais enfin, en tous les cas, on est au début du boom des MOOC, notamment avec 21, la revue 21 et d'autres. Je me dis que c'est un format qui peut correspondre à une attente et une demande. En plus, moi, je viens, il y a très longtemps de ça, c'était au siècle dernier, mon pauvre monsieur, je viens du journalisme et donc, voilà, je sais comment se construit une publication. Voilà, je ne sais pas si c'est une intuition, mais en tous les cas, je me dis qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Et je pense que bien m'en a pris parce que je m'aperçois maintenant, 7 ans après le lancement de Nectar, que l'économie du livre, en tous les cas dans notre domaine, hein, parce que c'est différent dans la BD, dans le roman qui marche bien, dans le livre pratique. Là, c'est très différent, mais dans le domaine plutôt, on va dire, des sciences humaines, en général, le livre fonctionne plus trop, quoi. On va dire que les gens lisent beaucoup sur Internet, achètent de moins en moins. Et donc, le modèle économique est de plus en plus compliqué pour une maison d'édition indépendante, hein. Certaines s'en sortent, c'est très bien. Mais en tous les cas, pour les revues, on a un modèle économique grâce notamment, pas que, mais notamment à l'abonnement. Donc voilà, c'est un tout qui fait qu'on a basculé à un moment donné, donc en 2015, sur le format revue. Et puis, à vrai dire, j'ai beaucoup aimé. Et puis, Nectar a plutôt eu un très bon accueil. Voilà, ça s'est développé, on s'est fait connaître dans notre réseau et puis en librairie. En librairie dans un premier temps.
puis, donc en 2019, avec une première vraiment volonté de vouloir ouvrir à un public plus large, et puis aussi cette volonté de s'ouvrir à d'autres horizons. Moi, je traite des politiques culturelles, des politiques territoriales ou des enjeux culturels et numériques depuis très longtemps, et vraiment l'envie de traiter d'autres sujets. Et en 2019, c'est la question de la transition écologique, de la transition, on va dire, sociétale de façon plus large, et on crée Dardar. Donc voilà, 2015 Nectar, 2019 Dardar. Et puis, donc 2022, alors c'est 2021, hein, c'est quand même, c'était il y a un an, hein, cette envie d'élargir encore, moi de revenir à mes premières amours, parce que j'ai commencé, j'avais 18 ans, j'avais même 17 ans et demi, journaliste sportif à Ouest France. Quelques années comme ça d'expérience qui m'ont réjoui. Voilà, et puis après, j'ai choisi d'autres voies. Et en tous les cas, le sport ne m'a jamais quitté, ni dans l'intérêt que j'y porte, ni dans la pratique d'ailleurs. Et donc, cette envie, moi, je suis désolé pour les gens qui sont à fond dans le marketing, mais moi, je fonctionne vraiment beaucoup à l'envie avant de faire des études de marché, voilà. C'est sans doute très mal, mais c'est ainsi que j'avance depuis maintenant quelques décennies. Et donc, comme j'ai fait pour Nectar et pour Dardar, je mobilise un groupe qu'on appelle un comité éditorial, des gens que je connaissais déjà, comme Daniel Jean Dupeux, connu dans le monde du sport, puisqu'il il a été entraîneur de l'équipe de Suisse, de Caen, de Strasbourg, du Mans, etc. Voilà, Christophe Blandin-Estourné, qui est directeur de la scène nationale d'Évry, très connu dans le monde de la culture, et qui s'intéresse au sport. Donc, d'ailleurs, il va falloir que j'y revienne à ça, évidemment, sur la passerelle entre culture et sport. Donc, de Christophe, Daniel, et puis très vite, je m'intéresse à des personnes qui sont vraiment sur le registre de Panard. Donc, Julie Gaucher, bien sûr, Julie, qui est dans Écrire le sport et qui tout de suite identifiée comme un personnage incontournable. Et Julie nous rejoint très vite. Gaëlle Sampé, universitaire elle aussi dans le domaine du sport. Pierre Villepreux nous rejoint, ça c'est la cerise sur le gâteau. Pierre, c'est quand même un autre grand personnage du sport français. Il est venu avec sa grande simplicité et puis une vraie envie, donc ça nous a fait du bien. Donc voilà, je ne vais pas peut-être citer tout le monde, je m'excuse auprès d'eux, mais Philippe Tétard nous a rejoint très vite, Sébastien Bessières et d'autres personnes donc, du comité éditorial. Voilà, donc je constitue ce comité éditorial et on réfléchit au lancement de la revue. Mais ça, on va peut-être y revenir plus tard. Oui, non, on va y revenir de suite. Déjà, on va revenir sur le titre, sur le nom de la revue, Panard. Ah. Alors, j'ai vu que sur les revues des éditions de la Tribu, le art revient souvent. Voilà. Mais donc, pourquoi Panard? Bah, pourquoi pas? Et, alors, aussi. En fait, donc, évidemment, je veux dire, tout part de Nectar. Un Nectar, au début, c'était un acronyme, ce qui n'était pas forcément d'ailleurs la meilleure des idées qu'on ait eues, mais enfin, en tous les cas, on a bien aimé ce titre qui était Nouveaux enjeux dans la culture, transformation artistique et révolution technologique. C'est un peu pesant. Donc, on a changé la baseline. Et donc Nectar, Dardar, et moi, le cahier des charges que j'avais, c'était d'être vraiment dans cette continuité, pas forcément dans la métaphore de l'abeille, parce que là, on n'a pas trouvé. Mais en tous les cas, qu'il y ait une vraie cohérence, c'est-à-dire effectivement avec art et puis en 2 syllabes. Alors, je ne vous dis pas tous les essais qu'on a eus. Bon, là c'est pareil, hein, c'était pas le comité éditorial. Là en l'occurrence, je fonctionne aussi avec un groupe d'amis où on se fait des brainstorming pour trouver le nom idoine. Ça a duré quand même un peu. Hein, ça a duré.
On a failli. Moi, alors, comme ça, je vous donne en prime, hein. On a eu Scoblar, ce qui était assez incompréhensible pour la plupart. Enfin bon, moi en Quand on tant que. connaît, c'est sympa, mais quand on connaît pas, ça peut être un peu nébuleux. C'est ça, ouais, ouais. Moi, je suis un supporter de l'OM, donc ça me parlait spécifiquement. On a eu Grognard qui était assez drôle. Enfin voilà. Bon, toujours est-il que dans cette sélection qu'on a faite, à un moment donné, on s'est dit mais Panard, c'est ce qu'il faut effectivement parce que on prend notre Panard quand même lorsque on regarde le sport et on espère prendre notre Panard lorsqu'on ouvrira et lorsqu'on lira la revue, et puis évidemment les pieds, les mains, bon, bref. Ça nous semblait coller parfaitement. Et puis, je dois dire que bah, ça a plutôt été très bien accueilli par tout le monde, et on verra. Enfin, voilà. Maintenant c'est. Bah, évidemment, pour nous, c'est ancré, quoi. Je ne sais pas, tu en penses quoi, toi? Si, ben c'est assez parlant. Effectivement, on voit, je pense que c'est un mot qui décrit à la fois bien effectivement, l'envie de plaisir et derrière plaisir, donc l'émotion. Et c'est ce qu'on recherche souvent à travers le sport, hein, qu'on soit pratiquant ou qu'on soit spectateur. Et puis, effectivement, l'idée du pied, donc plus loin que ça, du corps, Oui. qui est forcément au centre de l'activité sportive. Donc, je dirais que ça colle assez bien et forcément, ça dénote un petit peu, je pense, quand la revue est avec divers titres, le nom Panard ressort particulièrement. Bah alors justement, ce qui ressort aussi beaucoup, c'est la ligne éditoriale de Panard, qui me semble une ligne assez engagée et qui rejoint un petit peu la ligne des revues que tu as décrites précédemment, c'est-à-dire effectivement d'aller à fond dans les enjeux sociaux et sociétaux. Alors, en fait, justement, nous, par rapport aux revues précédentes, qui sont beaucoup des revues d'analyse, on s'est dit, là, ça nous intéresse parce que, évidemment, le sport est aujourd'hui incontournable. Quand on parle quand on s'intéresse aux enjeux sociétaux, à la société, le sport est devenu vraiment l'un des phénomènes majeurs qui dit beaucoup de l'évolution de notre société, que ce soit le sport business, le sport spectacle, etc. etc. Bon, pas besoin de décliner parce que ça, je pense que tout le monde va comprendre. Donc on a effectivement cette entrée-là, mais qui est présente et qu'on veut absolument présente. Mais c'est vrai que, en fait, pour Panard, on s'est davantage dirigé vers une autre entrée qui est celle du récit. Parce que, et ce n'est pas à écrire le sport que je vais le dire, mais c'est vraiment une matière à récit extraordinaire, le sport. On le sait tous qui sommes passionnés de sport, mais il y a des milliers d'histoires à raconter lorsqu'on s'intéresse à la petite ou à la grande histoire du sport. Et donc, je me disais que ça pouvait, quand je dis je, c'est la façon dont je l'ai présenté au comité éditorial, puis ça a évolué depuis, hein, je ne suis pas seul, loin s'en faut, mais en fait, ça me semblait être important d'avoir ces deux entrées-là, le récit et l'analyse. Et c'est d'ailleurs pour ça que la baseline de Panard, c'est la revue qui met le sport en récit et les deux pieds dedans. Voilà, bon, avec Panard, les deux pieds dedans, c'était simple, mais en tous les cas, c'est ça, ce sont ces deux entrées. Et donc, la ligne éditoriale de Panard, c'est vraiment faire en sorte, il y a déjà beaucoup de publications sur le sport, mais qui sont souvent liées à l'actualité. Nous, on se décale complètement par rapport à l'actualité. On essaie de mettre les choses en perspective. C'est ce qu'on fait dans les autres revues. Parce qu'il nous semble extrêmement important, je vais revenir plus précisément à l'éditorial, mais nous, le parti pris qu'on a à travers nos revues, c'est vraiment d'essayer de faire le pas de côté par rapport au flux tendu de l'information qui nous est déversé à flux constant au quotidien, qui nous est nécessaire, qui est parfois
parfois on n'en peut plus, mais enfin en tous les cas, c'est la réalité. Et on prend le pari quand même de se dire qu'il y a, à côté de ça, il y a un besoin de se poser, voilà, avec un livre ou avec une revue et papier, même si on peut le lire sous format numérique. Bel objet d'ailleurs, c'est important. Et donc voilà, donc, à partir du moment où on a ce parti pris-là, on se dit que on va traiter, là pour le coup, c'est, on va dire, la culture du sport, l'histoire du sport. Alors j'aime bien la formule bon, évidemment, les petites et les grandes histoires du sport. J'aime bien la formule soufflée par Gaël, mais Sampé, qui est du comité éditorial, et par d'autres. On s'intéresse autant au sport de haut niveau qu'au sport de caniveau, quoi. Voilà, c'est vraiment important pour nous. Parce que, encore une fois, je ne suis pas persuadé qu'il y a que cette place-là soit beaucoup prise dans la publication, comment dirais-je, parmi les publications aujourd'hui en France. Alors, elle a été prise, bon, sauf Foot, sauf Film, Pédale et d'autres la prennent un peu, mais reste quand même lié à l'actualité. Et puis, alors, ça évidemment, ça avait été très bien traité par Desports, qui malheureusement n'existe plus, qu'on aimait bien. Donc voilà, on s'est dit très vite que franchement, il y avait une place à prendre, je ne sais pas si c'est le terme, enfin en tous les cas, il y avait de la place. Il y avait de la place pour cette ligne éditoriale. Voilà, et donc j'espère qu'on ne s'est pas complètement planté, quoi. Non, non, alors, pour avoir été un gros lecteur de la revue des sports, donc c'était aux éditions du Sous-sol, bon, qui avait d'ailleurs dans leur cahier des charges bien prévu que ça serait sur un temps limité, Ah, ça, je ne mais savais pas. mais qui effectivement a laissé un vide certain, encore plus pour moi qui suis fan de baseball, et c'était une des rares revues en France, un des rares médias en France à l'époque à pouvoir proposer des textes sur ou des histoires sur le baseball, mais effectivement ça a laissé un vide. Ce que j'ai trouvé moi très intéressant quand j'ai ouvert Panard, et tu en as parlé avec le sport de caniveau, le sport des petites gens, on pourrait dire ça, hein, c'est-à-dire le sport que nous pratiquons ou que nous allons voir le week-end au bord des terrains, quel que soit, ou dans les salles, quel que soit le sport, c'est les invisibles du sport. Et c'est là, en soi, c'est aussi pour ça que je parlais de ligne engagée, c'est que vous auriez pu, par exemple, mettre comme premier récit, quelque chose d'assez important, une grande histoire ou la parole d'athlètes connus et reconnus. Et vous avez fait le choix d'abord de parler du sport bénévole, de ce qui anime finalement la grande majorité du sport en France. Le sport professionnel ou le sport de haut niveau est une petite minorité du sport qui se pratique. Vous avez mis à l'honneur d'abord ce sport-là. Oui, alors oui, effectivement, pour nous, c'est important. C'est vrai qu'on a un peu hésité, je dois l'avouer, mais ce qui n'était pas prévu de le mettre d'entrée. Puis, à un moment donné, on s'est dit, mais si, il faut absolument commencer par ces invisibles pour justement qu'on les voit. Alors, en fait, c'était plus une question de forme qu'une question de fond. C'est parce que la revue est marquée quand même par le dessin, et là, on commençait par des photos, ce qui était un peu gênant. Mais sur le fond, évidemment, on veut mettre ces invisibles à l'honneur. Voilà. Pour nous, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que évidemment que qu'on s'intéresse autant au sport amateur, à ceux surtout. Alors, ce qui est important dans cette rubrique, c'est vraiment, alors c'est ceux qui ne sont quasiment jamais à l'honneur, quoi. Et qui sont tellement importants dans le sport, c'est incroyable, quoi. Bon, on l'a tous expérimenté de toute façon. Moi, je le vois encore là avec mes enfants, mais c'est hallucinant quand même, ces femmes et ces hommes qui, tous les week-ends, tous les mercredis, vont à l'entraînement, font l'entraînement, s'occupent de la gestion du club, etc. etc. Bon, voilà, de façon bénévole et complètement dans l'ombre. Donc, c'est la moindre des choses, j'ai envie de dire,
de les rendre un peu visibles. Et puis ce qui est l'autre élément qui est important pour nous, tu as parlé du baseball, et je suis désolé, il n'y en a pas dans le premier numéro, mais il y en aura tôt ou tard dans Panard. C'est vraiment qu'il y ait une vraie diversité des sports. Voilà. Il n'y a pas de. Bon, évidemment, on connaît les sports populaires et je ne vais pas te cacher que dans un premier numéro, c'était important pour nous d'avoir quelques figures pour qu'on puisse attirer l'œil, mais ce sera pas un totem. C'est-à-dire que voilà, ce qui nous importe, c'est quand même d'une part les principaux enjeux quand il s'agit d'analyse et d'autre part les belles histoires quand il s'agit de récits. Et puis surtout, je pense qu'on va y venir, les belles histoires et surtout les belles plumes, quand les deux vont ensemble. Et donc, voilà, diversité des sports. Et c'est vrai que cette rubrique-là nous amène aussi à ouvrir un panel le plus large possible. Après, les gens qui le liront pourront le voir eux-mêmes. Je trouve qu'il y a un article à l'intérieur qui résume toute la ligne éditoriale. C'est celui sur le basket à Limoges, où on est à la fois sur le monde professionnel, l'élite, avec le club du CSP Limoges, et puis, mais aussi sur les bénévoles, sur la formation, sur les clubs alentours, les difficultés que peut rencontrer les clubs pour avoir accès à des terrains, à des salles, à des budgets. Et en même temps, sur la forme également, on a un récit qui est long, qui prend le temps d'aller explorer les différentes facettes du basket à Limoges, ses gloires comme ses problèmes, ses passionnés. Je trouve que c'est vraiment peut-être l'article qui résume le mieux l'ensemble de la ligne éditoriale de Panard. Alors, tu parlais justement de belles plumes. C'est vrai que Panard réunit des plumes très diverses. On a des athlètes comme Guillaume Martin ou Stéphanie Giquel, même si Guillaume Martin est aussi un auteur et un philosophe, mais qui est également donc cycliste professionnel. On a des artistes comme Majid Cherfi, comme je ne sais pas si j'ai bien prononcé son nom, mais Alicia. Voilà, exactement. Je crois que le J se prononce R en espagnol, de mes cours lointains d'espagnol au collège. Pas mal alors des journalistes aussi, pas mal de chercheurs également. Je pense à Carole Gomez, Julie Gaucher, donc ma camarade d'écrire le sport. Vraiment des plumes. Des belles plumes, mais qui viennent d'horizons extrêmement différentes. Comment tu l'as constitué, ce pool d'auteurs et d'autrices? Alors en fait, ça c'est vrai d'ailleurs pour les trois revues. Ça me semble extrêmement important. Alors, il y a plusieurs critères. Lorsqu'on choisit des auteurs, en tous les cas, lorsqu'on choisit, comme tu le dis, un pool d'auteurs, le premier critère, c'est effectivement la diversité des plumes. Parce qu'on sait très bien qu'un universitaire ne va pas écrire de la même façon qu'un auteur, et qu'un auteur ne va pas non plus écrire de la même façon qu'un journaliste. Parce que ce sont des métiers différents, ce sont des styles d'écriture différents. Et donc, voilà, ça me semble important dans une revue d'avoir cette diversité-là, parce que ça permet justement de ne pas être dans une certaine monotonie, quoi, en tous les cas du style. Pour le lecteur, je pense que c'est préférable. Ça, c'est le premier critère. On est extrêmement attentif aussi à avoir une diversité homme-femme. Voilà, donc ça, on l'a toujours à l'esprit. Et puis, évidemment, l'un des critères principaux, c'est quand même des gens qui ont une capacité d'écriture, parce que malgré tout, les 15 à 20 000 signes, il faut les tenir, quoi. Il faut les tenir jusqu'au bout. Et nous, on souhaite être garant quand même d'une revue avec une véritable qualité d'écriture, même si ça nous arrive, évidemment, c'est notre boulot de reprendre certains textes, voilà, mais en tous les cas, c'est le troisième critère, et on essaie de tenir au mieux ces trois critères. Et je vais juste revenir
sur ce que tu disais sur le basket à Limoges. En fait, c'est effectivement, on a souhaité dans la revue, on a souhaité qu'il y ait un focus sur une ville, un sport ou une ville, un club. On l'a fait sur le basket et Limoges parce que justement, ça nous permet de nous immerger dans une ville à travers ce qui est évidemment ce qui est très emblématique dans la ville, quoi. Tu ne vas pas à Limoges sans qu'on te parle du CSP. Et on l'a fait aussi avec le cercle des nageurs marseillais à Marseille. On aurait pu faire l'OM, ça aurait été très simple, ça m'aurait extrêmement plu, mais on a choisi plutôt le cercle des nageurs marseillais, qui est un club très peu connu et ça parle aussi beaucoup de ce qu'est Marseille, me semble-t-il. Et d'ailleurs, il y a un excellent article de François Tomaso. Mais par rapport à ce que tu disais aussi du fait, effectivement, de prendre le sport comme peut-être comme prétexte pour parler de la ville ou de parler des gens qui font ce sport ou qui, en tous les cas, qui vivent à côté du club. Je pense qu'il y a aussi le papier l'article d'Olivier Villepreux, excellent journaliste de Libé et de l'équipe, entre autres, sur N'Golo Kanté, parce qu'il parle beaucoup. En fait, je pense que, mis à part le fait de mieux découvrir Kanté, qui est un joueur un peu à part dans le circuit, c'est aussi une façon de parler des éducateurs. Voilà. Et franchement, je pense que c'est là aussi, ça me semble extrêmement important d'aborder des choses comme ça. N'importe quel sportif de haut niveau, l'une des premières choses qu'il va te dire, c'est oui, mais je ne serais pas là s'il n'y avait pas eu un tel ou un tel qui m'a formé. Voilà, c'était juste une assise. Non, mais c'était important de le dire. C'est vrai il y a quand même une cohérence à travers les articles. Il y a souvent différentes entrées qui peuvent être historiques, sociétales, conjuguer le sport de haut niveau ou le sport amateur, voilà. Mais effectivement, ça se ressent sur l'ensemble des articles. Mais justement, est-ce que les auteurs avaient le choix du sujet ou est-ce que tu allais les chercher avec un sujet précis en tête à chaque fois? En fait, voilà comment on construit le sommaire d'une revue. C'est vrai pour les trois, hein. Donc, on l'a fait aussi comme ça pour Panard. Donc, il y a un certain nombre de rubriques que moi j'ai proposées au comité éditorial et qui ont été amendées ou pas. Mais en tous les cas, voilà, on avait construit le numéro avec ces rubriques-là. Et à partir de là, on choisit ensemble les sujets. Et une fois qu'on a les sujets, c'est là où on se dit qui peut écrire tel texte, etc., etc. Donc là, soit ça vient lors des réunions du comité éditorial, soit je fais des recherches pour savoir qui est le plus à même d'écrire. Donc, pour répondre à ta question, non. Alors, à quelques exceptions près. C'est-à-dire que par exemple, évidemment, le sujet sur le sport nature, la controverse sur les Jeux Olympiques, le sujet sur le basket à Limoges ou le Serguei Neja marseillais, ça, les sujets étaient décidés. Mais il y a quand même, évidemment, des cartes blanches. Par exemple, lorsque je sollicite Guillaume Martin, je lui dis, écoute, voilà, là, en l'occurrence, lui, il a le parfait profil pour Panard. Et je ne pensais pas d'ailleurs qu'il allait nous écrire un texte aussi remarquable. Mais je dis à Guillaume, voilà, tu as carte blanche. Tu as carte blanche pour écrire un texte dans Panard. Tu nous fais un récit sur le cyclisme. Ça peut être un récit historique. Ça. Et donc là, il a cette merveilleuse idée de mettre en miroir sa défaillance dans le col de l'Envalira avec celle de son compatriote normand 50 ans avant, 47 ans avant, Anquetil. Donc, ce qui donne un magnifique récit. Voilà, Stéphanie Giquel, bon, c'était un peu une carte blanche, mais pareil, bon, je savais qu'elle allait évidemment écrire sur
sur le sport extrême. Et en revanche, je lui ai laissé libre cours et ça nous donne des pages quand même là aussi très très belles. Et l'autre carte blanche, évidemment, c'est Majid Cherfi. Bon, Majid, je lui dis, je connais, je sais qu'il adore le foot. Je me doutais bien qu'il allait nous faire quelque chose sur le foot. Je me dis, tu fais comme tu veux. Hein. Et puis, et en fait, ce qu'on lit dans son article, c'est la poésie de Majid Cherfi. Et donc voilà. Après, c'est vachement intéressant parce que c'est la Madeleine de Proust du sport des années 70, du foot des années 70. Bon. Et donc, ça colle très bien à Panard. Mais voilà, donc soit ce sont des commandes très précises, soit ce sont des cartes blanches à certains auteurs. Voilà. Alors, toi, tu t'es donné une carte blanche, puisque tu signes un des articles. C'était un choix du comité de rédaction ou c'était ton envie de parler de Cathy Freeman, qui a été une de ces grandes athlètes du tournant 20e, 21e siècle en athlétisme, avec, bien entendu, pour ceux qui la connaissent ou ceux qui ne la connaissent pas, ce lien particulier, puisqu'elle est aborigène, hein, donc ce lien particulier entre l'Australie et les aborigènes. En fait, je dois bien avouer que c'est un abus de pouvoir. Non, mais bon, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Hein. J'avais envie d'écrire, mais en fait, c'est tout simplement aussi parce qu'il y a un article qu'on devait avoir et qu'on n'a pas eu. Et puis, et donc, on se rapprochait quand même du bouclage. Et je me suis dit, plutôt que de lancer une commande, c'est pas forcément simple. J'ai plutôt écrire un article. Et en fait, moi, j'ai plein de belles histoires comme ça du sport que j'ai envie de raconter. Et je pense que c'est la première qui m'est venue à l'esprit parce que c'est une histoire remarquable qui dit plein de choses. C'est une histoire qui dit beaucoup sur ce que peut être un moment de grâce pour une sportive ou un sportif de haut niveau, parce que c'était son moment, et puis cette faculté de tenir sous une pression énormissime de tout un peuple, voire du monde entier qui l'a regardé. Bref, tout cela est assez remarquable. Et puis, évidemment, c'est l'angle du sujet, c'est comment une personne issue d'un peuple opprimé, dont quand même la grand-mère, on faisait en sorte que sa grand-mère perde sa propre culture, voilà, parce qu'on était encore sur ce registre politique-là. Elle a vu quand même des choses qui l'ont extrêmement marquée. Et puis, je trouve elle a été quand même globalement très juste, alors que c'était loin d'être évident. Le fait de porter le drapeau aborigène avec le drapeau australien, quoi. Tout était. Je pense que tout s'est fait assez naturellement chez elle. D'ailleurs, il y a quelque chose de très naturel dans les images que l'on voit. Et puis, là, en l'occurrence, je trouve que c'est l'une des figures, l'une des très, très belles figures de ce que le sport peut avoir aussi comme puissance incroyable. C'est-à-dire que je pense que ce que fait Cathy Freeman en 2000, mais ce qu'elle a fait pendant sa carrière, mais ce qu'elle fait au JO de 2000, ça n'a beaucoup plus d'impact que n'importe quel discours politique pour faire évoluer les mœurs. Et donc, et voilà, je trouve ça remarquable, c'est superbe à raconter. Malheureusement, je n'étais pas sur place. J'aurais tellement aimé. Mais en tous les cas, lorsqu'on revoit les images, lorsqu'on relit les articles, parce qu'évidemment, on se replonge dans tout ça, ce qui est passionnant, waouh, on se dit, quel effet, quoi, quel effet. Bon, même si après ça retombe, c'est un peu comme le Black Blamber de 98, c'est un peu comme bon, c'est voilà, il y a un effet de mode, mais malgré tout, je veux dire, ça laisse quand même des traces qui sont extrêmement importantes pour faire évoluer un peu les mœurs dans notre société. Il y a une permanence dans le temps
de ce type d'exploit et de ce type de performance, forcément, même si au-delà de l'événementiel, parfois ça se diffuse, on va dire, comme une sorte de lame de fond et qui se construit avec d'autres événements, d'autres combats qui peuvent être menés, pas seulement d'ailleurs dans le sport. Mais c'est vrai que tout le monde se souvient, beaucoup de gens se souviennent de Cathy Freeman et de ce que ça représentait. Alors pour terminer cette interview, ce que je voudrais savoir, c'est l'avenir de Panard. Qu'est-ce que tu as envie pour Panard déjà? Quelle sera la périodicité de la revue? S'il y a une périodicité, on va dire, prévue, et qu'est-ce que tu ambitionnes pour cette revue? Alors, la première question, c'est simple. La périodicité, ce sera semestriel, parce qu'on est une toute petite équipe, et puis on a quand même 3 revues, et il nous reste encore une 50aine de livres au catalogue. Bref, on a un peu de quoi s'occuper. Donc, c'est semestriel. Alors, l'avenir, j'espère que ce sera un avenir à très long terme. En fait, voilà, ce sont des revues qui se construisent avec la passion, hein, de toute façon, tout simplement. Hein, comme je disais tout à l'heure, c'est pas avec des outils marketing qu'on construit ça, sinon on ferait autre chose. Et en revanche, alors, ce qui nous intéresse évidemment, c'est le retour des lecteurs, quoi, des lectrices et des lecteurs, parce que c'est comme ça c'est évidemment comme ça qu'on fait évoluer le contenu éditorial de la revue. Donc, on est déjà en train de réfléchir, c'est vrai, j'avais encore Julie Gaucher au téléphone ce matin, mais on est déjà en train de réfléchir à quelques petits amendements pour le numéro 2 qui sortira donc en octobre. On aura quelques belles plumes dedans d'ailleurs, j'en suis ravi. J'en dis pas trop là pour l'instant parce qu'il faut quand même que ça se confirme. Mais voilà, l'idée c'est que en fait, nous, on espère s'installer dans la durée avec comment dirais-je, une commercialisation donc sous forme d'abonnement. Ça, c'est extrêmement important. Les abonnements, c'est ce qui nous fait tenir. On a aussi une visibilité importante sur la plateforme kern.info où toutes nos revues sont présentes. Voilà. Et puis, voilà, quoi dire d'autre sur l'avenir de Panard? On est vraiment sur une projection à long terme. Et en fait, tout se fait on est plutôt sur le slow média. C'est-à-dire que, voilà, on n'est pas, on sait très bien que on va pas avoir une très grosse actualité dès le premier numéro, mais en revanche, on sait que les choses vont se construire petit à petit. Et ce qui est extrêmement important, parce que c'est ce qu'on fait aussi pour chaque revue, c'est qu'on sera présent le plus possible sur les événements. On sera par exemple en principe au festival Lecture à voix haute qui sera sur le sport cette année. On sera à Victor dans la ville à Rouen. On sera sur des événements comme ça qui sont sur le sport et où on présentera soit des lectures, parce que ça on a aussi cette capacité-là à faire des lectures, soit des débats. On aura un débat à lecture avec Pierre Villepreux et Pierre Albalet-Desjaux sur le French Flair, qui est aussi l'un des sujets extrêmement intéressants, me semble-t-il, de la revue. Et puis voilà. Ok, merci. Merci d'avoir répondu à nos questions, Eric. Merci. Donc, je rappelle, Panard, c'est dans toutes les bonnes librairies, et pas que, parce qu'on peut aussi le trouver, il me semble, dans les commerces de presse, hein, dans les kiosques.
Et c'est une lecture extrêmement intéressante. Alors, je le montre pour ceux qui regarderont la vidéo, pour ceux qui vont l'écouter en podcast. Vous pouvez aller sur Internet, sur les éditions de la Tribu, sur leurs réseaux sociaux, pour avoir toutes les infos. C'était, je pense, important pour la culture du sport en France, qui se développe, mais qui a encore besoin de se structurer, d'avoir une revue qui permette effectivement d'avoir une autre manière de lire et de vivre le sport. Donc, merci encore d'avoir répondu à nos questions. Et pour ceux qui nous écoutent, et celles qui nous écoutent, je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouveaux articles sur le site Écrire le sport. Au revoir. Merci, au revoir.